Il est regrettable que l'histoire du droit soit aussi peu prisée dans l'enseignement supérieur. Évidemment, c'est une matière relativement aride, il faut bien le concéder, mais le droit permet de comprendre beaucoup de choses, et en particulier quand on le met dans une perspective historique, donc quand on essaye de le placer dans la durée. Je vais tout de suite vous montrer, pour en être libéré, deux ouvrages qui peuvent être utiles lorsque vous abordez l'histoire des institutions publiques, mais aussi surtout l'histoire du droit privé. Parce que l'histoire des institutions publiques, elle est abordée dans le cadre du cours d'histoire. Je vois souvent les institutions de telle région, à telle époque, ça se fait. En revanche, le droit privé, ça c'est moins clair. Donc là, je vais vous montrer deux ouvrages. En fait, ce sont deux partie d'un même volume. Par la suite, le volume a été relié, mais moi j'ai eu la première édition parce que j'étais en train de suivre le cours du professeur qui l'a donné à ce moment-là, et qui était John Gélissen, qui enseignait il y a 40 ans l'histoire du droit à l'université de Bruxelles. Donc voilà, j'étais son étudiant quand il a donné ce cours. Alors ici, je vous montre la deuxième partie de son cours, Introduction historique au droit. Donc ça a apparu chez Breuiland à Bruxelles en 1979. Donc moi j'ai suivi ce cours quand j'étais en deuxième licence, donc en quatrième année. Et la deuxième partie s'intitule « Les sources du droit depuis le XIIIe siècle ». Ça concerne en bonne partie nos régions, ce que l'on appelait alors, enfin ce qu'on va appeler, côté des historiens, donc les Pays-Bas. Et je vais vous montrer ça sur une carte dans un instant. La troisième partie concerne également nos régions, en grande partie, s'intitule « Éléments d'histoire du droit privé ». Alors c'est une matière qui est enseignée dans les facultés de droit, mais qui n'est pas enseignée dans les ex-facultés de philosophie et lettres, puisque à l'Université de Bruxelles, cette faculté n'existe plus depuis un mois, puisqu'elle s'intitule « Faculté de philosophie et sciences sociales ». Les lettres constitue maintenant une autre faculté depuis un mois. Donc. Alors, je vous ai parlé des Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, surtout, ne confondez pas, les Pays-Bas, ce n'est pas les Pays-Bas actuels, le royaume des Pays-Bas. Le royaume des Pays-Bas actuel est en effet la partie de ce qu'on appelait jadis les Pays-Bas, et qui est devenue indépendante à l'époque du roi d'Espagne dans la deuxième moitié du XVIe siècle. La partie méridionale va s'appeler les Pays-Bas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, donc jusqu'à la Révolution française. En Belgique, c'est jusqu'à la Révolution brabançonne, et jusqu'à l'annexion de la Belgique par la France en 1794. Donc vous voyez, au lendemain pendant la Révolution française, je répète en 1794, puisqu'à ce moment-là, pendant 20 ans, le territoire qui s'appellera plus tard, à partir de 1830, la Belgique, fait partie intégrante de la France, et les anciens duchés comtés de nos régions vont devenir des départements français. Donc pendant 20 ans, les Belges seront des Français, avant de devenir des Néerlandais, puis des Belges indépendants en 1830. La partie septentrionale des Pays-Bas, une fois qu'elle devient indépendante, en 1579, eh bien cette partie-là va s'appeler dorénavant les Provinces-Unies pour un peu plus de 2 siècles. Les Provinces-Unies. Donc, je récapitule. Les Provinces-Unies du XVIIe et du XVIIIe siècle s'appellent maintenant les Pays-Bas. Et les Pays-Bas du XVIIe et du XVIIIe siècle s'appellent maintenant la Belgique.
Donc vous voyez, ce n'est pas évident, mais il faut le savoir évidemment quand on va être professeur d'histoire. Sinon il y a confusion totale. C'est la raison pour laquelle la leçon d'aujourd'hui porte sur les anciens Pays-Bas, donc ce n'est pas par hasard que j'ai introduit cette nuance, j'ai ajouté cette épithète pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Quand je dis les anciens Pays-Bas, en gros, ça correspond à la Belgique. Je dis bien en gros parce qu'effectivement, il y a eu des territoires qui sont passés à la France, qui sont passés aux Provinces-Unies, etc. Donc je dis bien en gros. Je ne traiterai donc pas ici des provinces septentrionales. Je ne traiterai que de ce qu'on appelle maintenant la Belgique, et qui n'existait pas en tant qu'État, bien entendu, à cette époque. Alors, à cette époque-là, justement, du XIIe au XVIIIe siècle, j'aurais pu vous prendre 3 cartes successives. Une carte du XIIe siècle, que j'ai au fond de mon local ici, et que vous connaissez, je vous l'ai montré la semaine passée, c'était même une carte des principautés au XIe siècle. Il y a aussi une carte des Pays-Bas au XVIIIe siècle, et je me suis dit que le plus simple, c'était peut-être de prendre la carte intermédiaire, celle du XVIe siècle, parce qu'elle va pouvoir illustrer facilement mon propos. Donc, pour la période qui nous intéresse, celle-ci, les Pays-Bas, c'est cette région qui couvre l'extrême nord de la France, qui couvre la Belgique, plus une partie du sud de l'actuel royaume des Pays-Bas, plus alors le Grand-Duché du Luxembourg. En bref, je dis bien moins, un territoire qui est indépendant de la maison des Habsbourg et qui s'intitule la Principauté de Liège. C'est une principauté épiscopale, donc dirigée par un prince-évêque. Et moins également un territoire qui se trouve ici, donc dans l'actuelle province du Luxembourg, et à l'extrême nord de la France, c'est le duché de Bouillon, et il faut enfin supprimer un autre territoire qui se trouve ici, c'est la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy. Donc c'est une principauté abbatiale, donc dirigée par un prince abbé. Voilà. Tous les autres territoires qui se trouvent ici, donc en couleur saumon, si je puis dire, oui, c'est la couleur saumon, eh bien, tous ces territoires-là sont reliés à titre personnel, donc, aux successeurs des ducs de Bourgogne, c'est-à-dire la famille de Habsbourg, qui règne en même temps à Vienne et dans d'autres régions, l'Espagne, etc. Mais ce n'est vraiment pas l'objet de mon cours aujourd'hui. Donc, celui qui est en même temps l'empereur, en même temps le roi d'Espagne, qui possède des tas de territoires, est aussi duc de Brabant. Et vous voyez que le duché de Brabant est beaucoup plus grand que la province de Brabant, évidemment wallon à l'heure actuelle, c'est le Brabant wallon, Bruxelles, le Brabant flamand, la province d'Anvers, plus la province du Nord-Brabant dans l'actuel royaume des Pays-Bas, donc c'est beaucoup plus grand. Le comté de Flandre, qui recouvre en gros, je dirais, la province de Flandre occidentale et la province de Flandre orientale, plus le nord de l'extrême nord de la France. Il y a aussi le comté d'Artois. Il y a le comté de Hainaut qui comprend non seulement la province de Hainaut belge, plus alors le Hainaut français. Vous avez le comté de Namur qui est plus petit, 2 fois plus petit que la province de Namur actuelle, et duché Luxembourg qui est 2 fois plus grand que la province de Luxembourg actuelle, puisqu'il faut y adjoindre, en gros, je dis bien en gros, mais c'est plus grand que ça en fait, le grand-duché actuel de Luxembourg. Donc vous voyez, donc là, ce qui correspond à l'ancien territoire de la Belgique, en tout cas, c'est en fait une fédération ou une confédération de territoires qui sont reliés par un lien personnel
à la famille d'Habsbourg, mais il y a aussi deux principautés et un duché dont il ne sera pas question dans cet exposé parce qu'ils ne font pas partie des Pays-Bas. Ils ne font pas partie des anciens Pays-Bas. Donc les deux principautés ici et le duché ne font pas partie des anciens Pays-Bas. Voilà. J'espère avoir été clair. Ce que vous aurez remarqué, en tout cas en voyant cette carte, c'est qu'il y a toute une série d'enclaves, que ces territoires ne sont pas formés d'un seul tenant, et que, je dirais, les principautés d'Ancien Régime ne constituent pas des États formés d'un seul bloc, comme c'est le cas à l'heure actuelle pour l'immense majorité des États. Il y a encore quelques exceptions, comme le territoire de Kaliningrad pour la Russie ou la Crimée, par exemple, ou l'Alaska pour les États-Unis, qui ne font pas un bloc avec le pays lui-même, mais pour le reste, en gros, évidemment, la France aussi a des départements outre-mer, on est bien d'accord, mais en gros, les États forment un seul tenant la plupart du temps. Ils n'ont plus d'enclave. La Belgique a une toute petite enclave qui se trouve aux Pays-Bas, à l'heure actuelle, enfin j'en parlerai pas ici, mais qui est effectivement un reliquat d'une partie de notre histoire, au moment d'indépendance. Voilà. Alors, quels sont les traits généraux qu'il faut retenir pour le sujet qui nous intéresse? Sur le plan géographique et politique, je vous ai expliqué un petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit d'une confédération de principautés. Je dis bien confédération parce qu'ils ne forment pas un bloc. Quand vous êtes dans le comté de Flandre et quand vous êtes dans le duché de Brabant, vous êtes en fait dans deux pays différents, que ce soit clair. Même si ces pays sont voisins, et même si ces deux pays ont le même prince territorial. Voilà, il se fait que ces deux pays voisins, mais il se fait que les princes territoriaux, on va le voir, vont tenter d'avoir une structure commune à un moment donné, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, au moins sur le plan judiciaire. Alors, quel est le plan que je vais suivre dans le cadre de ce cours? Tout d'abord, vous voyez que mon titre indique « Les institutions judiciaires des anciens Pays-Bas du XIIe ou XVIIIe siècle ». Il n'y a pas lieu, sur le plan politique ou judiciaire, de s'arrêter à la fin du Moyen-Âge et puis de reprendre un autre cours au début des temps modernes, au XVIe siècle. Ça n'a pas de sens. Donc, la chronologie d'histoire mondiale n'a pas de sens ici. Nous sommes dans une époque, je dirais, on commence à l'époque féodale et on continue, je dirais, dans le cadre de l'histoire politique et institutionnelle, dans un cadre principautaire, un système d'ancien régime. La vraie rupture, ce sera évidemment au lendemain de la Révolution française. Là, on va rentrer dans un tout autre système. Système organisé par les Jacobins, le Code civil de Napoléon en 1804, et puis c'est vraiment l'État moderne tel que nous le connaissons maintenant. Voilà. Alors, mon propos commence au XIIe siècle, donc à l'époque féodale, et se termine donc, je dirais, à la Révolution française. En fait, ce n'est pas la Révolution française, ça se termine au moment où nos territoires sont annexés en 1794 par les Français. Ils sont annexés parce que dans un premier temps, c'est une conquête. C'est plus tard seulement qu'ils viendront des départements à part entière de la République française, puis de l'Empire français. Laisse tomber la mouche, parce que sinon ça va se poursuivre pendant tout le cours. Alors, je poursuis. On va voir quels sont les traits généraux. Donc, parmi les traits généraux, vous avez tout d'abord le fait que ce sont des institutions extrêmement complexes, beaucoup plus complexes qu'à l'heure actuelle, même si on a introduit la complexité en Belgique sur le plan politique, en tout cas depuis 1970, depuis la réforme de la Constitution qui a introduit la régionalisation, la communautarisation en Belgique, mais ça, vous ne le notez pas, ce n'est pas très important. Mais beaucoup plus complexe sur le plan judiciaire, pas sur le plan politique, qu'à l'heure actuelle. Donc c'est un système complexe qui a toutefois évolué dans le temps.
C'est pour ça que ce n'est pas seulement du droit, c'est de l'histoire du droit. Mon exposé aura deux parties. Une première partie qui va concerner l'organisation judiciaire au sens strict, c'est-à-dire voir comment les tribunaux sont organisés et hiérarchisés. Et puis, dans un deuxième temps, je vais m'attacher au personnel judiciaire, au personnel qui gravite autour de ces tribunaux, à savoir les juges d'abord, les avocats et les notaires. Première partie, les tribunaux. Il y a plusieurs sortes de tribunaux sous l'Ancien Régime. D'emblée, je vous dis que je ne vais pas traiter des tribunaux ecclésiastiques, et plus particulièrement de ce qu'on appelle l'officialité. L'officialité, ce sont les tribunaux ecclésiastiques. Je ne vais pas traiter non plus, sinon pour les citer simplement, des tribunaux seigneuriaux, de tous les tribunaux qui pouvaient exister sous l'Ancien Régime et qui étaient extrêmement nombreux. Parce que suivant votre statut et suivant la nature de l'affaire qui devait être jugée, vous passiez devant des tribunaux qui étaient multiples. Donc il fallait déjà pouvoir s'orienter vers le bon tribunal. C'était extrêmement compliqué. Donc je vais m'attacher seulement aux principaux, à l'organisation judiciaire dans ce qu'elle a d'essentiel, en ne tenant pas compte de matières particulières, et je vais commencer d'abord par les tribunaux les jugements par les pairs, les tribunaux par les pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire par les égaux, les tribunaux par les pairs. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait, à partir du XIIe siècle, de tribunaux où les juges ne sont pas encore des juges professionnels, ça viendra plus tard. Il s'agit donc de juges ou de tribunaux entre guillemets populaires, même s'il ne faut pas entendre ce mot dans son sens social, ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas composés de juges professionnels. Il y a tout d'abord des tribunaux féodaux qui règlent les problèmes liés aux fiefs, de conflits, et les juges qui y participent, ce sont en fait le seigneur avec ses vassaux. Donc, quand il y a un conflit, on est jugé par ses pairs. Ce sont des vassaux, sous la présidence du seigneur, qui vont régler le conflit. Premier cas. Deuxième type de tribunal dans la même catégorie de jugement par les pairs, ce sont les cours ou les tribunaux sans sceaux. C-E-N-S-A-U-X. Alors là, il s'agit d'affaires qui sont portées devant ce type de tribunal. Ce sont des affaires qui ne portent pas sur la féodalité, sur les fiefs. Ça concerne donc des tenures non féodales. Par exemple, des problèmes entre des terres qui appartiennent pleinement à des propriétaires, mais qui n'ont pas le statut de fief. Les juges qui sont membres de ce type de tribunaux, alors, ce sont en fait des propriétaires libres qui vont régler le problème de nouveau sous l'autorité, sous la présidence du seigneur. Il y a enfin troisième catégorie dans cette rubrique générale jugement par les pairs. Il y a enfin les plaids généraux. Plaids, ça s'écrit P-L-A-I-D-S. Les plaids,
Ça vient d'un mot latin qui est placita, P-L-A-C-I-T-A, placita. En fait, ce sont des réunions où les paysans du village règlent en commun une situation. Donc, entre pairs, là aussi. Voilà, ça c'était donc la première catégorie de tribunes, hein, où on a vu trois sous-rubriques, je dirais, trois types plus particuliers dans cette rubrique générale. Alors, à côté de ça, vous avez d'autres types de tribunaux, et en particulier, les plus importants, les plus nombreux, ce sont les échevinages qui se mettent en place à partir du XIIe siècle, les échevinages. Alors, échevinage, c'est un mot qui est familier ici, en Belgique, alors que ce ne l'est pas en France. Ce l'était évidemment en France jusqu'à la Révolution française, hein, et peut-être même après sous la Restauration, mais en tout cas, la notion d'échevinage, chez nous, est bien connue, sauf qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. En Belgique, vous savez que les communes sont dirigées par un bourgmestre, ce qu'en France on appelle un maire, on dit aussi bourgmeister, hein, en Flandre, meister également en Allemagne. Alors, le bourgmestre, il est assisté par des échevins. C'est un petit peu, le bourgmestre, c'est un petit peu l'équivalent du premier ministre de la commune, et les échevins sont un peu l'équivalent des ministres de la commune. Or, à notre époque, enfin depuis le XIXe siècle, les échevins n'ont de fonction que politique. Ce sont uniquement des politiques. Au Moyen-Âge et au temps moderne, les échevins ont une fonction politique, mais aussi et surtout une fonction donc administrative, mais ils ont aussi une fonction judiciaire. C'est ça qu'il faut bien souligner. Ils ont une fonction judiciaire. Donc en fait, un échevinage, au Moyen-Âge et au temps moderne, dans nos régions, c'est donc une circonscription judiciaire. Comme un canton judiciaire, si vous voulez. Ces échevinages, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils apparaissent au XIIe siècle, ils se renforcent au XIIIe siècle, et on peut dire qu'au XIIIe siècle, la plupart des grandes villes, et en tout cas ou des gros villages, mais la plupart du temps les villes et les gros bourgs, ont un échevinage, ou sont eux-mêmes un échevinage, ou dépendent d'un échevinage. Donc au XIIIe siècle, Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Arlon, Luxembourg, Liège, etc., Mons, sont des échevinages, ce sont des chefs-lieux d'échevinage, ce sont des échevinages. Et donc à l'intérieur de ces échevinages, il y a des individus qui, dans un premier temps, à partir du XIIe, XIIIe siècle, sont désignés, nommés par le seigneur du lieu, pour administrer la justice. Plus tard, ce sont les princes territoriaux, les comtes et les ducs, par exemple le comte de Flandre, le duc de Luxembourg, le duc de Brabant, qui vont les désigner. Au XIVe et au XVe siècle, ces échevins vont être renouvelés chaque année. Et même mieux que cela, ils vont, dans un certain nombre de cas, être élus, mais il ne faut pas entendre par là qu'il existe des démocraties au sens moderne du mot. Ça veut dire quoi, en fait, démocratie? Ça veut dire qu'en fait, le pouvoir n'appartient plus au seul seigneur, mais qu'il appartient collectivement
à une classe supérieure de la société. Donc on est plutôt dans une perspective ici aristocratique ou oligarchique. Quand je parle d'aristocratie, je ne parle pas de nobles, ici. Je parle ici d'une couche supérieure de la bourgeoisie qui s'est arrogée, dans le cadre d'un rapport de force, des droits qui appartenaient uniquement aux seigneurs avant. Et donc, dans un certain nombre de cas, on a des échevins élus. Mais ils ne sont pas élus par toute la population, vous l'avez bien compris. Étape suivante, maintenant. Les conseils de justice. Donc, le premier type de tribunaux que j'ai traité, ce sont donc les tribunaux par les pairs. Deuxième catégorie, ce sont les échevinages. Troisième catégorie, maintenant, les conseils de justice. Alors, de quoi s'agit-il, les conseils de justice? Alors, les conseils de justice vont être mis en place par soit le roi en France, soit dans nos régions plus particulièrement. N'oubliez pas que les principautés belges dépendent respectivement du roi de France, c'est le cas du comté de Flandre, je l'ai vu la semaine passée, dans le cadre d'un autre cours, et pour la plupart d'entre eux, ils dépendent donc de l'Empire. Le comte de Luxembourg, le comte de Flandre, le duc de Brabant, le duc de Limbourg, et ici, le comte de Hainaut, bien sûr, et je ne parle pas de la principauté de Liège, qui est hors de mon propos, bien sûr. Alors, ces conseils de justice qui se mettent en place dès le XIIIe siècle au niveau de la royauté en France, et au XIVe, voire au XVe siècle surtout, dans nos régions, ce sont en fait des cours d'appel, des cours supérieurs de justice, qui traitent en instance, au premier degré, donc, au second degré, oui, enfin, en premier appel, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas d'autre appel à ce moment-là d'ailleurs, ils traitent à ce moment-là, ils peuvent reconsidérer une décision qui a été prise par un tribunal inférieur, autrement dit une cour seigneuriale, un tribunal même par les pairs, un échevinage, bien sûr, surtout les échevinages, où l'on va reconsidérer l'affaire et la rejuger. C'est le principe de l'appel. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, les jugements ne sont pas motivés. Ils ne seront officiellement motivés qu'à partir de la Révolution française, et ce sera inscrit en 1831, lorsque la Belgique, enfin le Congrès national, va donner à la Belgique une constitution. Donc évidemment, ça pose problème quand les jugements ne sont pas motivés, quand on va en appel. Il faut évidemment avoir des arguments lorsqu'on va en appel. C'est beaucoup plus facile, évidemment, à partir depuis 2 siècles, à partir du moment où il y a une motivation qui est obligatoire. Vous savez pourquoi les jugements n'étaient pas motivés avant? Mais parce que, évidemment, ça pouvait être vécu comme une ingérence dans un tribunal inférieur, et puis ces tribunaux dits inférieurs, enfin c'est le terme que j'utilise aussi, étaient très jaloux de leurs prérogatives. Je reviens donc à mes conseils de justice. Donc on peut dire qu'au XVe siècle, dans toutes les principautés belges, entre guillemets, il y a des conseils de justice. D'où proviennent ces conseils de justice? Comment sont-ils nés? Eh bien, au XIIIe siècle, pour donner une date pivot, un siècle pivot, les principautés, qu'elles soient comtales, ducales ou autres, ont une cour. Une cour, non pas une cour judiciaire, mais une cour
où se trouvent les conseils du prince. Nous avons vu la mise en place de cette cour dans le cadre du comté de Hainaut, du comté de Flandre, excusez-moi, la semaine passée. Et au sein de cette cour, en latin, le mot cour se dit curia, C-U-R-I-A. Un organe spécialisé se détache au XIVe et au XVe siècle, qui en Flandre va porter le nom d'audience, avant de porter le nom de conseil, et qui est cette instance qui va pouvoir juger en appel au niveau de la principauté territoriale. Ça va ? Au XVe siècle, nos territoires tombent entre les mains des ducs de Bourgogne à la suite soit d'achats, c'est le cas du comté de Namur, soit de successions héréditaires, soit de conquêtes, soit à la suite de politiques matrimoniales. Ce sont les quatre cas qui interviennent. Donc, je répète, à la suite de mariage, à la suite de successions, comment dirais-je, à l'intérieur de la même famille, à la suite de conquêtes ou d'achats, nos territoires deviennent donc bourguignons. Entendons-nous bien, ils ne deviennent pas bourguignons au sens premier du terme. Le duc de Bourgogne n'est duc de Bourgogne qu'en Bourgogne. Mais le duc de Bourgogne est en même temps et parallèlement comte de Flandre, duc de Luxembourg, comte de Namur, duc de Brabant et comte de Hainaut. C'est ça que je veux dire. Sans parler des territoires des Pays-Bas, des anciens Pays-Bas septentrionaux, il y a aussi comte de Zélande, comte de Hollande, etc. Mais ces territoires-là ne rentrent pas dans mon propos maintenant. Le duc de Bourgogne a l'habitude, lorsqu'il circule dans le courant du XVe siècle à travers tous les territoires dont il est le seigneur, de circuler avec un conseil qui, comme il circule avec lui, s'appelle le conseil ambulatoire. Ambulatoire, ça vient du mot latin ambulare, qui veut dire se promener. Donc le conseil ambulatoire, c'est le conseil qui se promène avec le duc. C'est donc un conseil nomade. Je vous rappelle que, je vous l'ai dit la semaine passée aussi, les rois de France, il faut attendre Louis XIV et Versailles pour que le roi de France décide de s'installer quelque part. Parce que précédemment, les rois de France n'arrêtaient pas de voyager à travers le pays. Et c'est le cas pour les autres souverains d'Europe à cette époque-là. Ce conseil ambulatoire va progressivement devenir un conseil qui juge en deuxième appel, au deuxième degré, des affaires qui auraient été contestées au niveau des conseils de justice, donc au niveau des comtés et duchés, conseil ambulatoire qui, progressivement, va permettre au duc de Bourgogne d'avoir non pas une jurisprudence commune à tous les territoires, mais en tout cas de pouvoir dire son mot et de considérer qu'il est en voie de devenir une sorte de souverain de l'ensemble des Pays-Bas. À l'époque de Charles le Téméraire, qui est le dernier grand duc de Bourgogne, vous vous souvenez peut-être qu'il est mort à la bataille de Nancy, en Lorraine, en 1477, et 4 ans avant sa mort, en 1473, il avait, par une ordonnance, celle de Thionville, institué un parlement à Malines.
Alors, le mot « parlement » doit être entendu comme on le faisait sous l'Ancien Régime en France ou dans nos régions, et pas comme en Angleterre, parce qu'il va avoir une autre fonction, là, une fonction politique. Eh bien, ce Parlement de Malines va être, comment dirais-je, un tribunal qui succède au Grand Conseil ambulatoire dont je vous ai parlé précédemment, qui était nomade et qui va devenir sédentaire. Il est supprimé en 1477 à la mort de Charles le Téméraire, lorsque sa fille Marie de Bourgogne doit céder face aux provinces, face aux principautés dont elle hérite, par le grand privilège. En fait, le grand privilège, c'est un retour en arrière, c'est une régression vers l'époque féodale. Donc, c'est une période de décentralisation. Mais cette période dure peu de temps, finalement, parce qu'en 1504, c'est à l'époque de Philippe le Beau, qui est le fils de Marie de Bourgogne et de Maximilien, l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique, et qui est le père de Charles Quint. Donc, à ce moment-là, le Parlement de Malines est réinstallé sous un autre nom, qui est celui de Grand Conseil de Malines. Il change de nom, mais dans les faits, on peut dire qu'il n'a jamais cessé de fonctionner. Ce Grand Conseil de Malines va fonctionner jusqu'en 1794, donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il y a toutefois deux comtés qui refuseront de dépendre du Grand Conseil de Malines. C'est le comté de Hainaut, et l'autre, c'est pas un comté, excusez-moi, c'est le duché de Brabant. Donc, le Conseil de justice de Brabant sera un conseil souverain, puisqu'il jugera en dernière instance, de la même manière que le Conseil de justice de Hainaut, ce sont deux conseils souverains. Alors que dans les autres principautés territoriales, en Flandre, à Namur, dans le Luxembourg par exemple, eh bien là, vous aurez des conseils de justice qui ne sont pas souverains, puisqu'ils auront une instance supérieure que le Grand Conseil de Malines. Toutefois, le duché de Luxembourg va parvenir à avoir un conseil souverain tout à la fin de l'Ancien Régime, en 1782. Si je devais représenter tout ceci sous la forme d'un schéma, d'un organigramme, je le ferai de la manière suivante. Voilà. Donc, au sommet, vous avez le Grand Conseil de Malines, vous avez deux conseils qui sont souverains et qui ne dépendent pas du Grand Conseil de Malines, c'est-à-dire le Conseil souverain de Brabant et le Conseil souverain de Hainaut, qui dès le début du XVIe siècle jusqu'à la fin de l'Ancien Régime vont donc être indépendants. Ici, vous avez le Conseil de justice tout court
Conseil de justice de la Flandre et, je dirais, des autres conseils, des autres principautés. Alors, donc, si l'on doit représenter les choses sous la forme schématique, vous aurez ici les échevinages qui sont multiples. Pour le Brabant, je vous ai dit qu'il y a par exemple l'échevinage de Bruxelles, l'échevinage d'Anvers. N'oubliez pas qu'Anvers fait partie du Brabant à cette époque-là, etc., etc. Pour le Hainaut, vous avez aussi des échevinages. Je vais faire la même chose. Il y a celui de Mons, celui de Binge, par exemple, etc. Et donc la même chose ici pour les autres conseils. Hein? Ça va? Voilà. Alors, toutefois, le Conseil de justice souverain de Brabant, le Conseil de justice souverain de Hainaut, dépendent toutefois de quelque chose qui est supérieur au Grand Conseil de Manille, qui est en fait le conseil privé du prince de nos régions, qui est en même temps comte de Flandre, duc de Brabant, etc. Le conseil privé, c'est un des 3 conseils collatéraux. En effet, à l'époque de Charles Quint, est mis en place un système où il y a 3 conseils, c'est-à-dire 3 gouvernements qui siègent parallèlement. Il y a le Conseil d'État, le Conseil privé et le Conseil des finances. On ne peut pas parler de ministère parce qu'ils ont une autonomie qui est beaucoup plus large. Ils ne siègent pas en même temps, alors qu'à l'heure actuelle, le ministre des Finances, il se trouve autour de la table lors du Conseil de gouvernement, à côté du ministère de la Défense, du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur. Donc c'est pas ça. C'est comme si vous aviez 3 mini-gouvernements les uns à côté des autres qui siègent et qui traitent les affaires qui sont de leur ressort. Conseil d'État, Conseil privé s'occupe de la justice, Conseil des finances c'est évident, Conseil d'État ce sont les affaires générales et les affaires étrangères. Alors tout ce système va être remis en question à l'époque de Joseph II. Joseph II, qui est le fils de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, qui lui-même est empereur, il sera co-empereur avec elle, et puis il sera empereur tout seul entre 1780 et 1790, pendant 10 ans, après la mort de sa mère. Et Joseph II, en fait, c'est un réformateur. Il a même la manie, l'obsession des réformes. Mais en cela, c'est un novateur, mais qui vient trop tôt, et en plus ça, il est maladroit. Ceci dit, c'est pas facile de gouverner, donc c'est pas du tout pour lui jeter la pierre. Alors je dis que c'est un novateur parce que le système qu'il va mettre en place, c'est grosso modo l'organisation judiciaire qu'on va retrouver dans la Belgique indépendante. Et il anticipe, je dirais, l'organisation judiciaire de la France. Il va bazarder tout le système complexe, compliqué, avec ces multiples juridictions qui existaient sous l'Ancien Régime dans nos régions, et il va en fait remplacer toutes ces juridictions par un système beaucoup plus simple et beaucoup plus rationnel. Donc il n'y aura plus toutes ces justices seigneuriales, féodales, ecclésiastiques, etc. La seule chose qu'il va laisser, c'est l'organisation militaire. Mais tout le reste, il va le bazarder. Donc c'est une révolution énorme. Il y aura dans nos territoires, donc je dis bien pour les anciens Pays-Bas, la principauté de Liège, etc., ne font toujours pas partie des anciens Pays-Bas, que ce soit très clair. Alors, il va bazarder tout ça et il va remplacer ça par 63 arrondissements judiciaires
qui sont chapeautés par deux cours de justice, une à Bruxelles et une à Luxembourg. Alors vous allez dire pourquoi une à Bruxelles et une à Luxembourg? Parce qu'en fait, les Pays-Bas, enfin c'est pas pour ça, mais une des raisons, c'est qu'il y a l'éloignement de ces territoires et que les anciens Pays-Bas sont pratiquement divisés, coupés en deux par la principauté de Liège, si vous regardez bien la carte que vous avez devant vous. On peut dire qu'il s'agit vraiment d'une balafre entre tous les territoires qui se trouvent en gros au nord-ouest des anciens Pays-Bas, comté de Hainaut, comté de Flandre, duché de Brabant, voilà. Et puis d'autre part, le Luxembourg, ben, il est séparé, quoi. Il est de l'autre côté de la principauté de Liège, en gros. Et vous avez bien vu que la principauté de Liège n'a rien à voir avec la province de Liège actuelle. Comment? Non, non, c'est pas nécessaire. Je crois que tout le monde voit pour l'instant la carte. Voilà. Alors, au-dessus de ces conseils de justice de Bruxelles et de Luxembourg, qui sont les deux cours d'appel, je dis bien, il n'y a plus que deux cours d'appel, il y a au-dessus une cour supérieure qui siège à Bruxelles et qui est une cour de révision et qui est en fait l'ancêtre de la cour de cassation que l'on va retrouver à partir de la Révolution française donc dans le pays voisin du nôtre. Ça va? Donc, je repars, je recommence. À la base, 63 arrondissements judiciaires. On a bazardé toutes les cours qui pouvaient exister auparavant, féodales, seigneuriales, ecclésiastiques et tout. Au-dessus, deux cours d'appel, une à Bruxelles et une à Luxembourg, et supervisant le tout, il y a cette cour qui est l'ancêtre de la cour de cassation qui s'occupe de réviser les procès, alors là, en deuxième instance. Voilà. Le problème, c'est que Joseph II, il fait ça de manière très brutale, et ça conduit à une révolte, à une véritable révolution, la fameuse révolution brabançonne d'octobre 1789. Et ce système va complètement va disparaître, d'autant plus que Joseph II meurt en 1790, il est remplacé pendant 2 ans par son frère Léopold II, rien à voir avec le roi des Belges, c'est donc bien l'empereur Léopold II, et puis bon, il y a les différentes batailles que vous connaissez, Valmy, Fleurus et Jemappes, qui conduisent à l'annexion de nos territoires par la France. Voilà. Maintenant, il me reste à vous parler du personnel. D'une part, les juges, ensuite les avocats et enfin les notaires. Les juges relèvent de la justice contentieuse. La justice contentieuse, c'est la justice qui s'occupe des litiges entre des individus ou des institutions, ou entre des individus et des institutions, et ces juges rendent un jugement, c'est donc bien leur métier. Et d'autre part, la justice gracieuse, c'est celle qui ne s'occupe pas des litiges, autrement dit, ce sont les notaires. À l'heure actuelle, les notaires sont des officiers ministériels. Le terme officier doit être pris dans son sens d'ancien régime, c'est-à-dire une charge publique, mais une charge publique que l'on achète. Ce n'est plus tout à fait le cas depuis quelques années, je crois, mais en tout cas, les notaires sont une survivance de l'ancien régime, si je puis dire. Parce que sous l'ancien régime, ceux qu'on appelait les officiers, ça pouvait être les juges, étaient des officiers sous l'ancien régime. Pas officiers dans le sens militaire, mais ils étaient titulaires d'un office,
c'est-à-dire d'un emploi public qu'ils avaient eux-mêmes acheté. Donc quand on était juge sous l'Ancien Régime, on achetait sa charge de juge, mais comme on achetait des charges de trésorier, comme on achetait des charges de percepteur des finances, etc. Les charges étaient, si vous voulez, la fonction publique était privatisée. On payait à l'État une certaine somme pour pouvoir exercer un emploi public. Et le terme officier n'est resté que dans le domaine militaire, parce qu'effectivement, on achetait la charge d'être colonel, et on payait soi-même les troupes, mais en échange, on avait évidemment une contrepartie financière qui venait de l'État. Donc c'était des charges semi-publiques, semi-privées. C'est le cas des notaires à l'heure actuelle. Ils ont une fonction semi-publique, semi-privée. Ils ont une fonction officielle, c'est-à-dire que les actes qu'ils produisent sont revêtus d'un sceau authentique. Ce sont des documents authentiques qui ont valeur en justice. Mais en même temps, ce sont des personnes privées. Ils n'appartiennent pas au personnel du ministère de la Justice, les notaires. Ce sont des personnes indépendantes. C'est une profession libérale, en fait, les notaires. Alors, je commence tout d'abord par les juges. Alors, les juges... La première catégorie, on l'a vu tout à l'heure, ce sont des juges populaires. Ce sont des juges qui apparaissent au XIIe siècle, au XIIIe siècle. Et pour être juge, il ne faut pas avoir un diplôme particulier. C'est seulement à partir du XVe siècle et du XVIe siècle, pour exercer la fonction de juge, dans les conseils de justice, ou au Grand Conseil de Malines, qu'il faudra être licencié en droit, c'est-à-dire sortir d'une université. Mais il y a encore au XVIIe siècle, par exemple au niveau des échevinages, des juges, donc des échevins, qui ne sont pas juristes. En ce qui concerne maintenant les avocats, alors la fonction, le titre, le terme d'avocat, on le retrouve déjà au XIe siècle, au Xe siècle, XIIe siècle, mais un avocat, le mot avocat vient d'un mot latin qui est advocatus, A-D-V-O-C-A-T-U-S. Vocare en latin, ça veut dire appeler. Mais le mot avoué, le mot advocatus veut dire en fait avoué. Un avoué, c'est celui qui a une fonction de protecteur, c'est une fonction politico-judiciaire que s'arroge de grands seigneurs laïcs pour protéger une abbaye, une église qui ne peut pas avoir comment dirais-je, de pouvoir militaire et de pouvoir judiciaire, parce que ce ne sont pas des fonctions de l'Église. Un abbé d'une abbaye qui dirige une abbaye ne peut pas avoir sa petite armée. Donc il doit avoir quelqu'un qui protège l'abbaye et que l'on appelle un avoué. Donc il doit faire appel, ou la plupart du temps il ne fait pas appel, c'est un seigneur laïque important de la région qui va s'imposer comme avoué de l'abbaye, c'est-à-dire protecteur de l'abbaye, si jamais elle est attaquée. Et l'avoué, donc ce protecteur laïque, a également une fonction judiciaire, puisque l'Église ne peut pas, par exemple, pendre haut et court quelqu'un qui a commis un crime, ce n'est pas sa fonction. Vous savez aussi que l'Inquisition, ce sont en fait des enquêteurs, mais l'Église, après avoir enquêté quand il y a eu suspicion de quoi que ce soit, si la personne est reconnue hérétique, ce n'est pas l'Église qui va exécuter la sanction. L'Église va remettre au bras laïque, au bras séculier, l'exécution de la personne considérée comme jugée comme hérétique. Donc l'Église ne veut pas avoir de sang sur les mains. Donc je reviens à ce que je disais. Le mot advocatus
tel qu'il apparaît originellement, n'a pas du tout le sens qu'il va avoir par la suite. C'est un avoué, un protecteur. Et c'est seulement plus tard, à partir du XIVe, XVe siècle, qu'on voit que le mot advocatus va progressivement avoir le sens de avocat. Alors, avocat, c'est celui qui va défendre une cause. Le mot causa, en latin, C-A-U-S-A, veut dire affaire judiciaire. Donc, il va défendre une des parties en cause lors d'un procès. À partir du XVIe siècle, jusqu'au XVIe siècle, il ne faut pas obligatoirement avoir de titre. À partir du XVIe siècle, progressivement, il devient indispensable de disposer d'un titre universitaire, donc d'être licencié en droit, pour pouvoir exercer la fonction d'avocat. Au XVIIe siècle, les avocats c'est-à-dire les avocats licenciés en droit, ont le monopole des affaires traitées devant les conseils de justice et le grand conseil de Malines. Autrement dit, n'importe qui ne peut pas défendre une cause, il faut être avocat pour ces cours d'appel. Ce qui n'est pas le cas pour les tribunaux inférieurs. On fait souvent appel à un avocat, un conseiller juridique, si vous voulez, pour les affaires moins importantes, mais ce n'est pas un monopole. Donc on peut dire que c'est en fait une position de type corporatiste, c'est un acquis au sein même de la corporation des avocats, pour les avocats. Donc ils ont le monopole. Au XVIIe siècle également, on voit qu'ils acquièrent le droit de porter une toge, une robe. Car il faut savoir que dans le vocabulaire judiciaire qui est encore utilisé à l'heure actuelle, il y a toute une série d'archaïsmes qui apparaissent dans le vocabulaire. Vous avez déjà entendu parler du parquet. Et quand on parle du parquet, pourquoi parle-t-on du parquet? C'est parce que le procureur se mettait au tribunal sur un endroit où il y avait du parquet, tout simplement. S'il porte une robe, donc une toge, eh bien je vous dis, ça remonte dans nos régions au XVIIe siècle. Donc vous voyez qu'il y a toute une série d'éléments. Alors dans le vocabulaire, c'est très net. Il y a des tas de mots que vous ne comprendrez pas si vous n'avez pas l'habitude de ce vocabulaire judiciaire, un vocabulaire qui fait vraiment penser à l'Ancien Régime, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. On parle de nonobstant ceci, attendu cela. Et là encore, ce sont des termes que nous comprenons. Mais il y a parfois des termes, on dit, mais quelle langue ils sont en train de parler, ces juristes? Et c'est vrai que ça établit souvent une distance que l'on pourrait réduire entre la justice et les justiciables à l'heure actuelle. C'est souvent un problème. Parce qu'il faut quasiment posséder une langue particulière pour comprendre des jugements ou des textes juridiques. Parfois c'est très très compliqué. Sans compter que des termes même latins sont utilisés qui remontent au droit romain. Alors vous les entendez parler à un moment donné, si vous prenez un syllabus de droit, mais vous allez voir qu'il y a des mots comme ça qui viennent directement du latin, et on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors bon, les juristes entre eux, ils se comprennent. Voilà, c'est une des manies. Alors ça, certains considèrent que ça a du sens, parce que la justice doit apparaître comme quelque chose de supérieur, je dirais presque de sacré. Et c'est pour ça que quand vous allez au tribunal, à un moment donné, on dit le président rentre, la cour debout, bon, il y a tout un cérémonial véritablement, et chacun a sa place. Le procureur, ou le substitut du procureur se met en endroit déterminé, les avocats sont en endroit déterminé, l'accusé, qui n'est pas encore déclaré coupable, est à un endroit déterminé, etc. C'est vraiment, il y a un véritable cérémonial. Et ça fait partie, je dirais, des éléments que les juristes considèrent comme nécessaires pour donner une certaine solennité. D'ailleurs, on parle de palais de justice, remarquez aussi.
Puisque je suis en train de parler de palais de justice, remarquez qu'à Bruxelles, ce que l'on appelle le palais de la nation, c'est-à-dire le Parlement, la Chambre des députés, vous voyez où ça se trouve, donc vous avez le Parc royal, et de l'autre côté, vis-à-vis du palais royal, mais qui se trouve de l'autre côté du parc, vous avez le palais de la nation, donc le Parlement. Eh bien, ce palais de la nation, en fait, c'est l'ancienne cour souveraine de Brabant, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est l'ancienne cour souveraine de Brabant, hein, qui jusqu'à la fin de l'Ancien Régime n'a pas dû dépendre du Grand Conseil de Mali. De la même manière que le Conseil souverain de Hainaut, et à partir de 1782, le Conseil de justice de Luxembourg, qui lui aussi devient souverain. Voilà. Alors maintenant, restent les notaires. Les notaires, je vous ai dit, s'occupent de... C'est une juridiction contentieuse. Ils ne s'occupent pas des litiges, ils s'occupent de mettre en forme des actes qui ont valeur authentique, puisqu'ils sont revêtus d'un signe de l'autorité du notaire qui est reconnu officiellement par la justice. Les notaires, ils s'occupent de quoi? Ils s'occupent des donations, ils s'occupent des successions, des testaments, des conventions de mariage, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est quand il n'y a pas de divorce, quand il n'y a pas, quand il n'y a pas de litige. À partir du moment où vous avez un litige, que ce soit au civil ou au pénal, mais là vous allez devant un tribunal. Mais il a fallu du temps pour cela. Vous voyez la différence entre le civil et le pénal. Oui, le pénal, c'est quand il y a contravention par rapport à la loi. Le civil, c'est quand il y a un litige entre deux personnes, deux sujets sous l'Ancien Régime, maintenant on dit des citoyens, hein, depuis la Révolution française et depuis que la Belgique est indépendante, on parle de citoyens, plus de sujets. Eh bien, quand il y a un litige entre deux personnes, mais que ça ne contrevient pas, je dirais, à la loi, eh bien là, vous allez au civil. Ça va? Maintenant, si vous tuez quelqu'un, si vous volez, c'est du pénal. Eh bien, il a fallu du temps, parce que pendant longtemps, c'était les tribunaux qui authentifiaient les ventes, les donations, les testaments, etc. Il a fallu attendre, là aussi, le XVIe siècle. Donc, vous voyez, ça ne va pas de soi. C'est intéressant de faire l'histoire du droit, parce que l'histoire du droit, ça permet de faire de l'histoire économique, de l'histoire sociale. Comment dirais-je, c'est pas une discipline qui tourne en rond, qui ne regarde que son nombril. Pour pouvoir utiliser des archives, il faut comprendre l'histoire des institutions qui les ont produites. À partir du moment où vous avez des archives du Conseil de Brabant ou des archives de téléchevinage, si vous connaissez le fonctionnement de l'institution, vous pourrez décrypter évidemment toute la procédure et comprendre effectivement des éléments qui interviendront dans le cadre de l'histoire économique et sociale qui concerne davantage la vie quotidienne des gens, si je puis dire, hein, la vie courante des gens, et qui paraît souvent plus intéressant. On en arrive à la conclusion. J'espère que vous aurez compris que dans mon exposé, j'ai voulu mettre en évidence la complexité des institutions, des juridictions de l'Ancien Régime, donc de tous ces tribunaux qui existaient avant la Révolution française. C'était extrêmement compliqué. Il y avait des juridictions qui ont continué à fonctionner jusqu'au XVIIIe siècle, alors qu'elles remontaient au XIIe siècle, parfois même avant. Qu'il y avait beaucoup plus de conflits entre les juridictions qu'à l'heure actuelle. Toutes ces juridictions se sont superposées les unes sur les autres de manière irrationnelle, et il a fallu mettre de l'ordre, et c'était, je dirais, un des objets des réformes en 1789 et par la suite, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair et de mettre de l'ordre sur le plan administratif, sur le plan judiciaire, mais aussi, comme vous le savez, dans des tas de domaines comme la fixation des systèmes métriques, etc. Donc la Révolution française est une révolution, oui, une révolution sociale, c'est une révolution politique d'abord, mais c'est aussi une révolution dans le domaine judiciaire, c'est une révolution dans le domaine intellectuel. On a repensé véritablement l'organisation de la société à ce moment-là.
évidemment au profit d'une classe privilégiée qu'est la bourgeoisie. Victoire de la bourgeoisie qui va être entérinée au moment où Napoléon institue l'Empire. Je vous ai expliqué également, c'est le deuxième point, qu'à la fin de l'Ancien Régime, un empereur, Joseph II, a voulu lui-même déjà mettre de l'ordre, mais qui s'est opposé à une très forte résistance qui a conduit à une révolution. Vous savez, quand on touche aux intérêts de privilégiés, c'est pas facile du tout. Regardez dans quelle société nous vivons, voyez un petit peu quels sont les privilèges auxquels s'accroche toute une série de catégories de la population. Le corporatisme existe toujours à l'heure actuelle. Et vous voyez les difficultés qu'il y a dans un certain nombre de pays à réformer véritablement la fonction publique, à réformer les droits et les devoirs des individus. Donc imaginez ce que ça pouvait être il y a 2 siècles et 3 siècles. J'en ai terminé. J'espère que vous avez retenu également que l'histoire du droit, c'est une matière qui peut paraître aride, mais qui a tout son sens. Et j'espère vous avoir, permis de comprendre un aspect quand même important de cette société d'Ancien Régime, de cette société du Moyen-Âge et des temps modernes, et que ainsi vous voyez sur quelle base s'est construite cette société qui émerge, cette société bourgeoise, à partir du XIXe siècle, société dans laquelle nous sommes toujours à l'heure actuelle. J'ai dit.